Alors je vais terminer ma série de 3 vidéos sur le sanitaire en vous parlant très rapidement des structures sanitaires et du droit vétérinaire en France, sachant qu'il y a eu des petites évolutions récemment qui ne sont pas forcément pour nous plaire, mais bon voilà. Alors la gestion sanitaire en France, je vais commencer par vous parler des structures, ensuite du fonctionnement de tout ça et du droit vétérinaire. Alors les structures d'État, c'est ce que vous avez à droite de l'écran, qui commence par le ministère de l'Agriculture, qui est en gros celui qui chapeaute et qui fait la loi en termes de droit vétérinaire et de gestion du sanitaire en France. En dessous, ce que vous avez, c'est la DGAL, donc Direction Générale de l'Alimentation, de la Santé Animale et de la Protection des Végétaux, rien que ça. La DGAL, c'est elle qui va rédiger et qui va mettre en exécution et en application les textes réglementaires. Donc il y a une loi qui se traduit par des textes réglementaires sur le terrain, et c'est la DGAL qui va rédiger tout ça. Alors ils font aussi des statistiques, vous trouverez de temps en temps des statistiques de mortalité par la DGAL et tout. Alors il y aurait beaucoup à dire sur les statistiques de la DGAL, j'ai fait des articles là-dessus, mais bon, ça s'améliore petit à petit, mais bon, c'est un peu flou et on ne s'y retrouve pas vraiment. Les tentatives d'explication de mortalité d'abeilles n'ont pas été terribles ces dernières années. Mais enfin bon, c'est pas grave, ça évolue et ça évoluera. Voilà. Elle finance aussi des actions sur le terrain pour les directives sanitaires, ce qui, dans le monde de l'apiculture, n'est pas tellement très présent. Mais bon, ça existe, ils ne s'occupent pas que d'apiculture, hein. La SRAL que vous avez en bas, vous l'entendrez quasiment jamais. En fait, c'est un service régional. En gros, c'est le service régional de la Direction Générale de l'Alimentation. Vous entendrez peut-être par contre le dernier que vous avez en bas, DDCSPP, Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations. Eux, ils peuvent faire des contrôles chez vous. Est-ce qu'il y a des antibiotiques dans votre miel? Est-ce que votre miellerie est correctement aux normes, etc. C'est des gens qui peuvent venir soit sur le cheptel, soit sur les structures que vous avez pour faire de la transformation par exemple. C'est des gens qui peuvent soit vous coacher si vous avez besoin, n'hésitez pas à les joindre, soit vous contrôler s'il y a, voilà, de manière aléatoire, hein, ça arrive qu'il y ait des contrôles. C'est assez rare, mais ça arrive. Voilà. Si vous allez un peu vers la gauche, tout en haut, vous avez l'ANSES. Je l'ai mis un peu à part parce qu'en fait, ils font du conseil, de l'expertise, notamment, ils vont être acteurs de tout ce qui est loi sur les pesticides, alors pas en tant que décisionnaire, mais ils vont faire des statistiques, ils vont donner des directives pour est-ce qu'il y a le droit de traiter la nuit ou le jour les cultures par exemple, est-ce qu'il y a le droit de traiter les cultures en France, en fleurs, etc. Donc c'est des gens qui vont avoir ce rôle-là, qui vont, vous trouverez, hein, l'ANSES va aussi délivrer l'ANSES va aussi délivrer des autorisations de mise sur le marché de médicaments, etc., etc. Voilà. Et à gauche, je vous ai mis ce qui est plutôt associatif. Donc la FNOSAD tout en haut, c'est une fédération nationale des organisations sanitaires apicoles départementales. Donc en gros, c'est une fédé de toutes les associations apicoles départementales. Apicoles, je veux dire sur le sanitaire, hein, parce qu'il y a plein d'associations apicoles et ils ne sont pas affiliés à la FNOSAD. La FNOSAD édite un petit bouquin tous les 2 mois, je crois, qui s'appelle La santé de l'abeille, et dans lequel vous avez des infos sur voilà, la santé de l'abeille, les virus, etc., les découvertes, un peu de recherche, etc. Ça peut être intéressant, c'est très variable. Voilà, et donc la FNOSAD, cette fédération, c'est une fédération de GDSA en fait. Donc là, ce que vous avez en dessous, qui est au niveau départemental, c'est le GDSA, Groupement de Défense Sanitaire Apicole, ça c'est par département. Ce GDSA, en dessous je vous ai mis le TSA qui est le technicien sanitaire apicole, et le technicien sanitaire apicole c'est quelqu'un qui est formé et qui peut potentiellement visiter vos colonies si vous l'avez demandé ou si vous faites partie du GDSA pour faire des contrôles sanitaires et vous dire bah voilà, là c'est bien, là c'est moins bien, peut-être on pourrait faire autrement, etc. etc. Voilà. Ces TSA peuvent se déplacer également si vous avez une demande particulière. Vous pensez qu'il y a une loc, vous allez appeler votre GDSA qui peut vous envoyer soit un vétérinaire, soit un TSA pour vérifier que c'est bien de la loc, qu'est-ce qu'on fait, etc. Indemniser éventuellement. Voilà, c'est le TSA qui va s'occuper de ça. Alors le TSA n'a pas le droit d'appliquer du droit vétérinaire s'il n'est pas mandaté par un vétérinaire. Donc c'est pour ça que je lui ai mis le vétérinaire. Entre la DDC, SPP et le TSA, on a le vétérinaire qui mandate un TSA.
Et le GDSA, il ne peut rien faire seul, hein, c'est via un vétérinaire. Alors maintenant, on a un réseau de vétérinaires apicoles qui sont formés à l'apiculture spécifiquement, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Et donc ça permet de voir quand même des gens qui sont un petit peu coachés, un petit peu au courant, chose qu'on n'avait pas avant en apiculture. Alors à gauche, je vous ai mis ce que faisait le GDSA. Un PSE, plan sanitaire d'élevage. Alors ça c'est, par exemple, on va dire tout le monde doit traiter à tel traitement le varroa à telle période. Si vous adhérez au GDSA, vous acceptez de rentrer dans ce plan sanitaire d'élevage et vous appliquez les traitements qui sont prévus pour vous en bio ou en conventionnel. Alors il y a des GDSA qui prévoient les deux, des GDSA qui ne prévoient pas en bio. Bon, à voir avec eux, il ne faut pas hésiter à les contacter. Voilà, donc ils vont fournir des médicaments, ils ont délégation pour fournir des médicaments, vous les toucherez un petit peu moins cher, mais en gros, avec la cotisation, les abonnements au magazine, etc., vous vous retrouvez au même prix que dans le marché. Les informations des actes vétérinaires, s'ils sont mandatés par un vétérinaire, un peu de formation dans certains cas, c'est vraiment très variable et c'est selon la dynamique départementale, en gros, de votre association. Voilà, donc n'hésitez pas à aller les voir, ils peuvent vous renseigner. Si vous avez un problème particulier, vous pouvez aller les voir. Alors, le fonctionnement des structures, alors je vais surtout parler d'une chose, c'est les TSA. Parce que c'est les gens que vous verrez en fait. Dans le GDSA, vous ne verrez pas forcément quelqu'un. Par contre, les TSA, vous serez peut-être amené à les voir si vous êtes adhérent du GDSA. Et d'ailleurs, il y a des cas où vous pourrez les voir sans être adhérent. Si vous êtes adhérent au GDSA, vous acceptez donc ce fameux plan sanitaire d'élevage, vous acceptez une visite sanitaire du TSA, alors il ne faut pas avoir peur, hein, il ne va pas vous mettre devant un tribunal parce que vous n'avez pas fait le bon traitement ou autre, hein, voilà, c'est très cordial, il n'y a pas généralement assez peu de soucis et on parle un petit peu de comment on essaye de traiter varroa, comment on essaye de gérer les diverses maladies, donc ce TSA il sert à ça. Voilà. Vous pouvez demander la visite d'un TSA si par exemple vous êtes vendeur d'essaims et que vous voulez avoir un certificat sanitaire qui certifie que vos colonies sont propres et que vous pouvez remettre à vos clients. D'accord? Ça c'est possible aussi. Ça peut être un vétérinaire, ça peut être un TSA. Comme je le disais tout à l'heure, c'est sous convention avec le vétérinaire conseil, d'accord? Donc il n'y aura pas d'intervention de TSA si le vétérinaire conseil n'est pas derrière pour tout ce qui est intervention vétérinaire. Voilà. Et alors je vous ai mis en dernier point un projet avec l'OMAA, qui est l'Observatoire des mortalités et des affaiblissements des colonies d'abeilles. Ils ont pour projet de nationaliser l'OMAA, qui est pour l'instant dans 2 régions de France seulement. Alors avec des couacs un peu et des fonctionnements un peu aléatoires. Bon, tout ça se met en place, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est comme les bilans de la DGL, c'est des choses qui se mettent en place, qui sont assez longues, peut-être que ça va s'améliorer, pour l'instant c'est pas forcément concluant, ça a le mérite d'exister, mais c'est pas forcément très concluant. Voilà, alors ça c'est si vous adhérez au GDSA. Je vous ai fait une deuxième partie pour tous, parce que c'est quelque chose qui peut vous intéresser, même si vous n'êtes pas adhérent au GDSA. Si vous avez une mortalité massive, des suspicions d'intoxication, vous appelez, vous aurez un TSA ou un vétérinaire ou quelqu'un de la DGL qui se déplace et qui vient voir. Alors ça se passe pas toujours très bien parce qu'ils font pas forcément les prélèvements comme il faut, etc. Mais en tout cas, s'ils ont les moyens et le personnel, ça peut être utile de faire intervenir ces personnes-là. Donc on contacte soit la DDCSPP, soit la DGL, soit le GDSA. Le GDSA c'est plus local, ils ont les techniciens sanitaires dans certaines régions sous la main, donc c'est peut-être plus rapide, plus facile. Vous pouvez aussi contacter la DDPP qui va mandater un vétérinaire, mais il ne faut pas que ce soit le week-end, il faut que ce soit, enfin c'est un peu plus compliqué. S'il y a une intoxication, un TSA peut être mandaté par un vétérinaire pour y aller à sa place, par exemple. Voilà. Et alors je note la prise en charge financière par l'État, ça c'est quand il y a des maladies de catégorie 1, type loque américaine, type présence d'Athena tumida. C'est des choses qui seront prises en charge par l'État si on détruit vos colonies. Voilà. Donc voilà, ça c'est pour le fonctionnement. Et puis je vous ai fait un dernier petit truc sur le droit vétérinaire, parce qu'on le connaît très mal en France en fait, et qu'il évolue, il a évolué il n'y a pas longtemps, enfin le droit en lui-même n'a pas évolué, mais ce qu'on impose aux apiculteurs, ça a évolué. Je vous mets ça parce qu'en fait on utilise depuis très longtemps, depuis les années 80, des traitements sans autorisation de mise sur le marché, tout simplement parce qu'au départ il n'y avait pas d'autorisation de mise sur le marché pour du médicament anti-varroa. Ensuite, soit pour des raisons financières, soit pour des raisons éthiques, parce qu'ils ne veulent pas utiliser des produits insecticides qui sont conventionnels. Certains apiculteurs continuent d'utiliser des produits non AMM, qui n'ont pas d'autorisation de mise sur le marché, parce qu'ils sont efficaces,
Ils sont inoffensifs pour l'abeille et du coup c'est quand même assez compliqué de repasser à des traitements qui sont moins efficaces même s'ils sont autorisés, c'est un peu dommage. Donc voilà, chacun a ses raisons de faire, mais bon, pour ces raisons diverses, le droit vétérinaire n'est pas toujours respecté. Et je vous remets le droit parce que c'est toujours important de le connaître. En premier, je vous ai mis un médicament vétérinaire ne peut être commercialisé en France que s'il a obtenu une autorisation administrative, c'est la fameuse AMM. Donc en gros, c'est une grosse démarche très très lourde qui permet au labo de vendre son médicament. Il y a beaucoup de tests à faire, ça coûte des millions d'euros. Vous imaginez bien que pour des traitements qu'on peut bricoler facilement, il n'y a aucune boîte qui va faire la démarche, donc c'est un petit peu compliqué. Alors la notion de médicament vétérinaire, en deuxième point, je vous ai mis la notion de médicament vétérinaire est définie dans le Code de la santé publique, article L 5111-1. On entend par médicament toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales, donc l'abeille c'est animal, ainsi que toute substance ou composition pouvant être utilisée chez l'homme ou chez l'animal, ou pouvant être administrée en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger, modifier leurs fonctions physiologiques en exerçant une action pharmacologique, immunologique ou métabolique. En gros, tous les traitements varrois sont compris là-dedans, donc c'est pas la peine de chercher à dévier la loi et à dire qu'on est dans les clous. Quand on utilise un traitement non AMM, on est hors la loi. Moi, par exemple, c'est quelque chose que je trouve idiot et contre-productif, mais la loi, c'est la loi, et voilà, il faut le savoir, quoi. Il faut le savoir. Donc, si on utilise les traitements hors AMM, on le sait, on le fait en connaissance de cause, et on peut le revendiquer aussi. Voilà. C'est ce que font certains apiculteurs pour essayer de trouver une sortie intelligente pour qu'on puisse utiliser des acides organiques, même comme on le fait depuis toujours, sans qu'on passe par des médicaments AMM qui ne sont pas forcément aussi efficaces. Je continue. La pratique illégale de la médecine vétérinaire est sanctionnée pénalement. Toute introduction dans une colonie d'un produit préparé par une personne, l'apiculteur par exemple, non reconnue compétente constitue un usage illégal de la médecine vétérinaire. Donc en gros, c'est un vétérinaire. On n'est pas reconnu compétent en étant apiculteur. Je sais, c'est idiot, beaucoup d'apiculteurs sont bien plus compétents que les vétos sur l'abeille, ont beaucoup plus de connaissances, les structures apicoles ont beaucoup plus d'expérience, beaucoup plus de recul, mais que voulez-vous, la loi est faite comme ça. Depuis le règlement européen 290-2019, donc qui date de fin 2019 et qui est mis en application depuis 2020 il me semble, l'Europe impose qu'en cas de soupçon de traitement illégal sur des colonies d'abeilles, le miel ne soit plus vendu et les colonies marquées. Le règlement précise les sanctions possibles, 150 000 € d'amende et la destruction du cheptel concerné. Donc ça, c'est un peu pour faire peur. Et en 2020, les structures apicoles ont eu un coup de règle sur les doigts par l'Europe pour leur dire, et la DGL du coup en France, pour leur dire qu'il fallait arrêter de faire la promotion. Alors ils faisaient des tests, hein. Ils appelaient ça faire la promotion des traitements illégaux, alors qu'en fait c'était juste des tests comparatifs pour comparer l'efficacité des traitements légaux et des traitements illégaux. Et effectivement, les traitements illégaux sont parfois plus efficaces et moins dangereux pour l'abeille, mais on n'a pas le droit de les utiliser. Donc c'est fabuleux, c'est beau comme... Enfin c'est beau comme plein de choses, comme plein de choses en France, mais c'est comme ça. Donc je vous le dis pour que vous le sachiez, après vous ferez comme vous voulez chez vous. Les versions hors AMM extemporanées, alors ça c'est d'un traitement sont encadrées. En gros, ce qu'on appelle les versions extemporanées. À une époque, le vétérinaire, s'il estimait que le médicament avec autorisation sur le marché n'était pas adapté et n'était pas équivalent, suffisamment efficace contre le parasite, etc., il pouvait vous prescrire par ordonnance, moi j'ai eu plusieurs ordonnances comme ça en allant voir mon veto, de version extemporanée, c'est-à-dire en gros on prend l'acide, il n'a pas d'AMM, mais c'est le traitement, on utilise un traitement hors cadre parce que c'est celui qui convient et qu'il n'y a pas de version commerciale qui corresponde. D'accord? Alors ça c'est fini, on n'a plus le droit. Et ça doit être un veto qui le fait. Donc je vous lis l'article R5146-50 bis du Code de la santé publique. En vue de la préparation extemporanée des aliments médicamenteux, c'est-à-dire tous les mélanges, hein, tous les bricolages de médicaments, c'est ça. En vue de la préparation extemporanée des aliments
médicamenteux dans les conditions prévues par l'article L610-1. Les utilisateurs doivent disposer d'installations adaptées à cet usage ayant reçu un agrément préalable accordé par arrêté du préfet du département où se trouve l'installation. En gros, il n'y a que les vétos qui ont des labos comme ça. Sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires. Donc, autrement dit, l'apiculteur ne peut en aucun cas procéder à ce type de préparation au sein de son exploitation. Un vétérinaire le peut dans des conditions particulières et doit au préalable signaler un manque d'efficacité du traitement AMM en toute préparation. Ça veut dire que la démarche qu'il faudrait faire, c'est aller voir le véto, dire bon voilà, par exemple, je prends un exemple, mon varomède est inefficace, je veux de l'acide oxalique pur. Votre veto, il va devoir faire remonter aux instances, il fait une alerte pharmacovigilance pour dire le varomède n'a pas marché, etc. Alors des erreurs de pharmacovigilance, il y en a plein, c'est pas forcément... des alertes de pharmacovigilance, il y en a plein, et ça remonte, mais il y en a des centaines, mais en fait ça n'aboutit à rien. Donc le vétérinaire fait ça, mais ça ne sert pas à grand chose, ou alors c'est très long. Et ça lui permet, à ce moment-là, de vous prescrire la version extemporanée, etc. etc. Bon, voilà, c'est un peu particulier le droit vétérinaire, mais c'est comme ça, malheureusement, on ne peut pas trop y couper, ou si on y coupe, il faut savoir ce qu'on risque et ce qu'on fait, quoi. Voilà. Je termine avec le classement des maladies qui a évolué depuis avril 2021. Avant, on avait catégorie 1, catégorie 2, catégorie 3. Ça classait les maladies en France. C'était un classement national. Depuis avril 2021, il y a un nouveau classement qui s'appelle le classement européen. Donc c'est pareil pour toute l'Europe. Et on classe en ABCDE. Et une maladie peut avoir plusieurs classements. D'accord ? La catégorie A, ça va être maladie normalement absente de l'UE et on doit l'éradiquer immédiatement. Catégorie B, c'est une maladie devant être contrôlée par l'État membre. Éradication obligatoire. Catégorie C, maladie soumise à contrôle vétérinaire volontaire de l'État membre, c'est-à-dire est-ce qu'il veut le faire ou est-ce qu'il ne veut pas le faire, l'État membre fait comme il veut. Catégorie D, c'est une maladie pour laquelle les restrictions en mouvement s'appliquent entre États membres, c'est-à-dire ça ne peut pas passer d'un État à l'autre. D'accord ? S'il y a Tenamine tumida en Italie, on ne doit pas exporter d'abeilles d'Italie jusqu'à la France, par exemple. Catégorie E, maladie soumise à surveillance, tout simplement. Donc en gros, on surveille juste. Voilà, donc la varroise, par exemple, c'est-à-dire le varroa sur l'abeille, c'est CDE. Donc c'est une maladie soumise à contrôle volontaire de l'État membre. S'il ne veut pas, il ne contrôle pas. Les restrictions au mouvement s'appliquent entre États membres. Alors ça c'est très drôle parce que du coup ça veut dire que comme il y a du varroa dans toutes les colonies, on ne devrait pas, on n'a plus le droit en fait, on n'aurait plus le droit de se vendre des essaims d'un État membre à l'autre, c'est intéressant à creuser. Et eux, maladie soumise à surveillance. Donc on la surveille, c'est le rôle des TSA par exemple, c'est le rôle des surveillants sanitaires qu'on fait quand on fait des comptages, etc. Voilà. L'infestation Atenea tumida c'est D et E, la loque américaine c'est D et E, infestation Atropalièvre c'est D et E, voilà. Le frelon asiatique lui n'est pas classé, la nosémose n'est pas classée non plus. Bon, bref, voilà, vous connaissez ce classement maintenant. Je vous invite à regarder un petit peu, on trouve un petit peu sur internet un peu plus de précision là-dessus. Voilà, j'ai fini mes 3 séries sur le sanitaire, vous savez à peu près tout ce qu'il y a à savoir, après on a survolé, si vous avez envie je vous invite quand même à aller voir d'un peu plus près d'autres ressources, parce que j'ai essayé d'être complet, et du coup en voulant faire le plus court possible, c'était déjà long, mais en fait j'ai pas pu tout traiter, et si vous avez vraiment envie de creuser le sanitaire, c'est intéressant, il y a des études de fait, il y a des choses très intéressantes qu'on trouve assez facilement sur internet, donc n'hésitez pas à creuser ça, c'est très intéressant et je vous invite à le faire. Voilà, merci beaucoup, à bientôt.